up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. Bienvenue tout le monde dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue si c'est ta première fois sur le podcast. Re-bienvenue si tu es ici à chaque semaine ou de temps en temps. On continue avec nos épisodes awesome à chaque semaine, soit en mode solo ou avec invité. Et aujourd'hui, c'est un épisode avec une invitée spéciale. Flore, je suis super contente de te recevoir sur le podcast. Comment vas-tu? Ben, ça va super bien, Claudia. Super bien. Heureuse d'être avec toi. Heureuse d'être invitée. Merci. Merci beaucoup de me recevoir. Vraiment très chouette. C'est avec grand plaisir. Tu m'as reçu aussi sur ton podcast. On va en parler à la fin de où est-ce que les gens peuvent connecter avec toi, te suivre sur les médias sociaux, etc., etc. Mais je veux déjà dire en début de conversation, puis je pense que je te le dis à chaque fois qu'on se parle, à quel point je suis impressionnée, émerveillée par tout ce que tu fais depuis que je te connais. Ton branding est tellement beau. Je veux dire, tes couleurs, la vibe qui ressort de tes publications, ton infolette, ton podcast là, qui viennent de sortir récemment. Fait que premièrement, je sais que c'est beaucoup de travail, puis ça aussi, c'est des choses qu'on jase à chaque fois qu'on se parle. À quel point c'est du travail de se lancer en ligne, d'être entrepreneur, de créer justement des funnels puis des choses sur les internets. Mais tu le fais super bien, puis je veux encourager les gens à aller te suivre. Au-delà du contenu, mais leur continent aussi est vraiment beau. Fait que je voulais te dire ça à micro ouvert aussi en début de conversation. Ah, ça me touche énormément parce que oui, effectivement, tu l'as nommé, derrière il y a du travail, beaucoup de travail, beaucoup de réflexion à comment. Je pense que ce qui m'anime le plus en fait, c'est de créer une communauté, rassembler. J'aime savoir qu'on puisse bien vivre ensemble. Puis donc j'ai beaucoup réfléchi et depuis longtemps. Comment est-ce qu'on peut le faire? Et puis le branding, c'est une petite partie, ouais. et quand même ça c'est pour mettre en forme le fond. Je souhaitais quelque chose qui effectivement soit accueillant, où on puisse se sentir venir se déposer. Et oui, fait que le branding, c'est un peu monté autour de ça pour la communauté Inflorescence. Inflorescence, c'est tellement un beau nom aussi. Mais avant de parler de programme, collaboration qu'on fait ensemble, Inflorescence, la clinique, etc. Parlons un petit peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui, à être qui tu es aujourd'hui? Ton histoire, elle commence où? Puis, justement, cette mission-là de vouloir créer une communauté, d'aider les gens, santé mentale, etc., ça a commencé comment tout ça? Ouais. Ça a commencé, je dirais que tout a commencé en France, en fait. D'abord, je suis née dans les Alpes, puis j'ai grandi en Bretagne, en bord de mer. C'est ça, j'ai fait aussi mes études en France, puis je suis arrivée au Canada il y a seulement 6 ans, en voie de devenir citoyenne dans pas de temps. Très heureuse avec ça. Mm-hmm. Oui, alors c'est ça, en fait, j'ai avant... Mais si on revient au tout début, en France, quand on sort du bac, qui est, je pense, l'équivalent de... Est-ce que c'est le cégep pour vous peut-être oui, je pense que ça doit être le cégep. Avant de rentrer à l'université, en tout cas, j'avais vraiment envie d'aller étudier en travail social. Puis, j'ai pas été prise en France, c'est sur concours. À l'époque, j'avais 18 ans et donc j'avais eu l'écrit. Puis à l'oral, j'avais osé dire. Aujourd'hui, j'en rigole un peu, mais avec beaucoup plus de. En fait, je comprends la réaction du jury, mais j'avais osé dire que
oui, j'avais envie de faire ce métier-là, j'avais envie d'être dans le travail social, mais que je reconnaissais que de ma petite expérience de 18 ans, j'avais pas grand bagage derrière moi et que justement, je voulais rentrer à l'université pour obtenir des outils et des techniques, des pratiques qui puissent m'amener là où je voulais. Et je me souviens du jury qui m'avait répondu avec un petit sourire en coin, mais très sympathique, qui m'avait dit: on va vous laisser faire votre propre expérience d'abord et revenez-nous dans quelques années. Mais sur le coup, je pense, bon, t'es jeune, t'as 18 ans. Non pas que je m'étais sentie insultée, mais tu sais, j'avais pas compris, là. C'était comme, moi, pourtant, c'était ça que je voulais faire. Puis c'était vraiment dit avec beaucoup de naïveté. Puis, j'ai changé, du coup, j'ai commencé par faire autre chose. Je suis allée étudier en histoire de l'art, puis notamment ensuite en administration et gestion de production culturelle. Donc, j'ai beaucoup travaillé en événementiel culturel. Ça m'a amené à travailler à l'étranger, notamment au Portugal, au Mali, entre autres, et sur un forum interculturel, en fait, un forum de revalorisation du patrimoine touareg au Mali, à Tombouctou. Je me souviens d'avoir vécu une expérience assez marquante, on va dire, où on était là pour effectivement valoriser le patrimoine oral des peuples du désert. Et sur une semaine de forum, finalement, au bout de 2 jours, toutes les questions n'étaient sur la scène, les conférences, il y avait plus on parlait plus de culture du tout. On parlait plus de revalorisation culturelle, mais tout sujet finalement abordé revenait au fait que ça va pas sur ces territoires au niveau politique, au niveau socio-économique, démographique, au niveau santé. Puis finalement le forum a tourné presque, c'était presque une scène ouverte où tout le monde pouvait s'exprimer sur ce qui n'allait pas, puis qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour y arriver. Puis ça m'avait beaucoup marqué parce que j'avais été comme dépossédé un peu du planning qui était prévu sur ce forum-là. Puis en même temps, ça faisait vraiment du sens, ce qui se disait, ce qui se passait, puis ce dont j'ai été témoin. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais non, mais mon premier choix d'études, je vais y retourner en fait. C'est ça qui m'appelle, parce que ce qui s'est changé sur le forum, ça vibrait plus avec ce à quoi j'aspirais que la deuxième branche dans laquelle finalement je m'étais investie par dépit, on va dire. Alors je suis revenue de ce voyage en me disant ouais, je vais retourner en travail social. Puis là, tout a pris son sens aussi, ce qu'avait dit le jury, comme il faut que tu fasses un peu il faut que tu fasses de la bouteille, comme on dit en France, là, il faut que tu fasses ta propre expérience, puis après ça, reviens nous voir. Donc j'ai même laissé quelques années encore. J'ai eu d'autres opportunités de travail, notamment ensuite au Brésil. Et puis quand je suis revenue en France, oui, j'ai repris mes études en travail social finalement. Donc j'ai fait un diplôme d'assistante de service social en France, puis en fait j'ai fait un double diplôme. Donc j'ai étudié en travail social, donc le diplôme DEASS, et une licence en santé publique. Santé publique parce que justement, qu'est-ce qui m'intéressait, c'était l'accès au droit aussi. C'est quoi en fait de penser, c'est comment est-ce qu'on pense à des solutions communes pour une population, pour les citoyens, et selon les problématiques qu'on pouvait rencontrer sur les territoires. Donc, ouais. C'est pas mal ça. Fait que j'ai fait un retour en travail social, puis j'ai beaucoup travaillé avec les populations immigrées, les femmes et familles isolées, notamment en France. Puis après, quand je suis revenue, pas revenue en fait, arrivée au Canada en 2018, j'ai commencé à Montréal. Mon idée, c'était comme beaucoup de Français, j'avais un visa de 2 années, donc je pensais que j'allais rester peut-être 2 années. J'avais en tête de faire 1 année à Montréal pour bien comprendre les politiques sociales du Québec, puis après ça, de monter 1 année, travailler auprès des Premières Nations et Inuits, parce que ce qui m'intéressait, c'était d'aller renverser un peu ce rapport qu'on a dans la relation d'aide dominant-dominé, où je suis sur mon territoire, puis je sais quelle aide va pouvoir aider en tout cas les familles que j'accompagne. Et en même temps, j'avais observé en France, quand t'es dans l'interculturel, quand t'es tout le temps au contact de d'autres cultures, c'était comme, mais peut-être que j'ai
à apprendre de leur culture pour encore mieux faire mon travail. Et pour ça, il me fallait aller me déstabiliser, on va dire, de ce que je connaissais déjà de mes pratiques d'intervention. Et donc, c'était comme, dans ma tête, c'était comme, faut que j'aille faire du travail social sur un endroit qui ne m'appartient pas pour aller peut-être rééquilibrer cette relation d'accompagnement, en tout cas d'égal à égal, on va dire. Bon, écoute, Claudia, finalement, j'ai fait 6 mois à Montréal. Très vite, je suis montée au nord, puis j'y suis restée presque 4 ans. Et je suis redescendue à la fin de la pandémie, un peu plus tard, on va dire. Et maintenant, c'est ça, j'ai travaillé donc travailleuse sociale au privé. À mon compte en autonome et cette année, je développe effectivement une clinique multidisciplinaire en santé mentale et bien-être. Quel beau parcours! Merci pour ton partage. Qu'est-ce qui te rend le plus fier quand tu regardes tout ça que tu viens de nous résumer là, en quelques minutes? C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de détails, puis d'expériences, puis de chapitres et tout, mais qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ton parcours? Jusqu'à maintenant, parce que je suis certaine que je sais que ça va continuer, mais ouais. Et tu viens vraiment me challenger parce que j'ai de la difficulté avec le mot fier. J'en ai toujours eu. Je trouve que c'est dur de dire, pour moi, c'est dur de dire, oh, je suis fière d'avoir fait, je suis fière de vous présenter. Bref, j'ai toujours je sais pas, j'ai encore de la difficulté avec ça, mais par contre. C'est comme ça avant, moi aussi. Ouais, mais là, j'apprends justement à ça s'apprend. C'est ça qui est ça, puis il y a aussi à accepter, en tout cas et puis valoriser même ce qui a été concrétisé. Mais je te dirais que ce dont je suis fière, c'est que je pense que toutes ces expériences, je dirais un peu les frottements que j'ai pu avoir ou les frictions que j'ai pu avoir avec d'autres cultures m'ont apporté beaucoup d'humilité. Et à chaque jour, j'essaye de l'entretenir. À chaque jour, je pense que je lui donne encore de l'espace pour qu'elle croie encore, qu'elle grandisse, qu'elle s'élève. Fait que je dirais que oui, humilité finalement. Ouais, c'est vraiment intéressant quand on s'immerse dans une autre culture versus étudier dans un papier, dans un livre, tu sais, de l'information plus, c'est ça, théorique. Oui. Le fait que tu es resté finalement 4 ans dans le Nord, ça témoigne justement de cette immersion-là qui, je suis sûre, t'a challengé puis t'as appris justement énormément de choses, entre autres l'humilité. Qu'est-ce qui a été le plus difficile justement pendant tes 4 ans dans le Nord avant que tu reviennes? Puis est-ce que tu es revenu parce que ton contrat était fini, parce que tu étais prête à faire autre chose? Tu sais, qu'est-ce qui t'a amené à clore un peu ce chapitre-là? Ce qui a été difficile, ça a été le plus challengeant pour moi, ça a été de poser des limites, de gérer mon énergie. Je dirais même gérer mon capital vital d'énergie. À un moment donné, je me suis sentie épuisée. Et c'est ça qui m'a fait descendre au nord, du nord. Je suis descendue avant de tomber en burn-out, on va dire. Je sentais qu'il y avait des gros signaux qui me disaient que non, tu tiendras pas longtemps encore comme ça. Donc, j'ai décidé de redescendre, mais c'est sûr que j'ai beaucoup appris, puis j'aime l'expérientiel, j'aime apprendre dans l'expérience, au travers de l'expérience, j'y crois beaucoup. Et puis j'ai vraiment ce profil-là quand on regarde même avant le Nord mes expériences passées, je dirais. Puis dans l'expérience, notamment dans celle-ci, je me suis aussi rendu compte que non, on peut pas. En tout cas, je ne pouvais pas continuer à ce rythme-là. Les conditions de travail ne me permettaient pas de récupérer à hauteur de mes besoins. Et donc, j'ai dû mettre une fin à cette expérience, que c'était pas facile d'accepter que ça soit fini. Mais aujourd'hui, je le vis très bien parce que j'ai pris soin de cette fin. J'ai pris soin de bien terminer cette expérience. Puis aujourd'hui, j'ai beaucoup de gratitude pour avoir gardé des belles relations avec le Nord, des beaux souvenirs, puis d'être capable de me satisfaire de ce qui a été vécu malgré les difficultés. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis de prendre le temps de faire la fin de quelque chose.
Tu sais, je pense que des fois, en tant qu'humain, on saute d'un chapitre à l'autre, d'un cycle à l'autre, d'une phase à l'autre. On prend rarement le temps de s'asseoir puis de faire le deuil de quelque chose. On associe souvent le deuil à quelqu'un est décédé, mais il y a plein de deuils à faire dans la vie qui n'ont pas nécessairement rapport avec une personne qui décède, tu sais. Le deuil de, ce chapitre-là dans le Nord est terminé. Puis ça ressemble à quoi comme concrètement bien finir, tu sais? Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui s'apprêtent à, je sais pas moi, finaliser leur divorce, à changer d'emploi, à déménager ailleurs, puis clore cette boucle-là, ce chapitre-là pour bien le faire le plus possible? Ça ressemble à quoi concrètement? Ça ressemble à faire la paix avec ce qui s'est passé. C'est pas toujours facile, hein. Attention, on peut avoir vécu des expériences très très difficiles, puis peut-être que là l'idée c'est pas tant de faire la paix, mais de mieux vivre avec du moins le passé, on va dire. Et puis c'est un travail de longue haleine, mais spécifiquement si on souhaite faire le deuil d'une étape de notre vie, je dirais que ça serait de prendre le temps d'être dans l'ici et maintenant, de regarder un peu en rétrospective, qu'est-ce que cette expérience m'a apporté, et puis qu'est-ce que je garde. Je fais le tri. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette de cette expérience, puis avec quoi je continue de cette expérience pour la suite de ma vie. Et puis toujours d'être bienveillant envers soi-même, puis la situation, tu sais, je sais pas si c'est un déménagement, si c'est la fin d'une histoire. Bon, ouais, je dirais de partir du mieux qu'on peut, partir en paix. Puis si on n'arrive pas à partir en paix, avoir conscience que, ok, peut-être je peux travailler là-dessus, tu sais, même si je suis peut-être pas en paix avec ça tout de suite, mais j'avance vers mieux vivre avec, en tout cas. Comme tu as dit, c'est un travail qui prend du temps parfois, puis il faut se donner le temps puis l'espace justement de passer à travers une gamme d'émotions, je suis certaine, tu sais, puis s'observer là-dedans, puis ralentir, puis en retirer les leçons, puis OK, qu'est-ce que je vais amener dans mon prochain chapitre pour que ça me serve, tu sais? Ouais, exactement, exactement. Puis souvent, vu qu'on est toujours dans l'action, disons que nos sociétés valorisent beaucoup l'action, être en action, aller de l'avant, être efficace, prendre le temps de faire la paix avec son histoire, prendre le temps d'être endeuillé en fait d'une fin. C'est sûr qu'on n'est pas forcément productif, on n'est pas forcément efficace, mais c'est pertinent. C'est pertinent pour mieux avancer. Puis je dis pas pour avancer de manière encore plus productive, mais pour avancer en paix, comme on disait tout à l'heure. Fait que je pense que ça prend un bel équilibre entre être en action et être réceptif. Puis se laisser de la place à faire le deuil de quelque chose ou bien finir, c'est être plus en réceptivité de ce qui s'est passé et de ce qui se passe en ce moment pour que je puisse continuer. Et tu as continué et tu continues avec justement, entre autres, la clinique inflorescence. Bon, t'es revenu, tout ça, travailleur social, privé, à ton compte, etc. Cette envie-là de créer des collaborations de communauté, tout ça. Parlons un petit peu du processus de réflexion que tu as eu qui t'a amené à vouloir vraiment créer cette clinique-là multidisciplinaire. C'est en mode virtuel. C'est quoi tes intentions derrière? C'est quoi la mission? C'est quoi les valeurs là, de ce beau projet-là? Mm-hmm. Je dirais que ce qui me motive le plus dans prendre soin des autres, ou du moins proposer de l'accompagnement et œuvrer dans la relation d'aide, c'est l'idée j'aime savoir que oui, il y a de l'accompagnement individuel, mais on peut aussi utiliser l'intervention de groupe. On peut utiliser le groupe, on peut utiliser la force de la communauté pour aller mieux, pour se supporter, pour peut-être même guérir ensemble. J'ose utiliser le terme guérir, mais oui, je pense que mon grand enthousiasme, ma grande aspiration va vers se supporter, en tout cas, être ensemble. Donc, l'idée de la clinique inflorescence, oui, il y a des services en consultation individuelle, mais moi, j'aspire vraiment à développer et innover même pour des services plus de groupes, en fait, plus de groupes, plus de peut-être qui puisse servir la communauté aussi, une communauté, créer des communautés, créer des cohortes aussi. Fait que oui, l'offre de services de la clinique, j'ai vraiment envie de la diversifier dans les possibilités qui s'offrent en intervention de groupe,
Puis c'est d'ailleurs aussi pour ça que ça m'intéresse de travailler dans le corpo, parce que ça m'intéresse de prendre soin d'une équipe, de voir les dysfonctionnements d'une équipe, qu'est-ce qui va pas, comment est-ce que on peut rééquilibrer peut-être certaines dynamiques dans une équipe. Mais encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est la relation entre les uns et les autres, en fait, l'interconnexion que nous, on a avec l'autre, vraiment, le lien. Et le travail social, c'est une histoire de lien. Notre travail s'articule dans le lien entre toi et les autres, toi et ton environnement, entre autres. Fait que je suis relativement très animée par ça, fait que ça m'envoie vers, c'est ça, faut un peu ouvrir des portes, des nouvelles portes, faut réfléchir, c'est en tout cas comment est-ce que on peut faire soit du groupe ou comment est-ce que on peut travailler ensemble, comment est-ce qu'on peut se supporter ensemble, faire un accompagnement collectif. En tout cas, ça demande un petit peu de effectivement soit d'innover ou d'aller chercher d'autres manières de faire que classique accompagnement individuel, on va dire. Ouais. Puis précisément, si tu as des exemples, on t'entend avec accompagnement individuel, bon, travailleur social, santé mentale, c'est quoi les genres de services qui sont offerts ou qui vont être offerts? Avec quel genre de professionnels? C'est pour qui, en fait, la clinique? Quel genre de défis, de troubles de santé global ces personnes-là ont au quotidien? Puis qui pourraient aller chercher justement des ressources d'accompagnement, cette communauté-là de groupe pour que ça puisse les aider? Oui. La clinique, j'ai vraiment envie qu'elle prenne j'ai vraiment envie qu'on travaille avec des approches de pleine conscience, l'écothérapie aussi, utiliser la nature en intervention. J'ai envie qu'on revienne qu'on utilise en tout cas des outils alternatifs, mais en même temps qui soient scientifiquement viables. Puis je souhaite profondément que ça puisse aider toute personne qui soit en épuisement, qui peut être en burn-out ou en tout ce qui est gestion du stress, ça m'intéresse énormément, régulation du système nerveux, anxiété, troubles de l'anxiété, dépression, gestion des émotions, gestion de conflits aussi. Fait reprise de pouvoir sur soi, confiance en soi, estime de soi, affirmation de soi. On peut travailler, si ça, ce sont des problématiques qui parlent, en tout cas, à la clinique, on va les recevoir. Ouais, j'adore ça. C'est pour ça que j'ai embarqué rapidement dans ton projet quand tu m'avais proposé. Puis on y reviendra là, du programme de résonance saisonnière. Mais je veux revenir à l'écothérapie, puis utiliser la nature comme modalité, tout ça. Pourquoi c'est si, important pour toi dans ta vie personnelle, mais aussi dans tes accompagnements? Et pourquoi c'est si puissant que ça, utiliser la nature pour notre bien-être? Ah ouais, écoute, là, si tu me lances là-dessus... Vas-y. Ça va nous prendre un deuxième podcast, là. Oui, écoute, la nature. Bon, si on revient à la première expérience que j'ai nommée au Mali, dans ce genre d'expérience, il y a clairement un lien entre l'humain, l'homme, la culture et l'environnement dans lequel il vit, la nature, en fait, dans lequel il est immergé. Donc, cet environnement va influencer la manière de vivre, la manière de s'adapter à l'environnement, la manière d'être. Donc, l'écosystème dans lequel l'humain se développe, en fait, et on est interrelié entre ce que propose l'environnement naturel et ce que l'homme va créer comme culture autour. J'adore, en tout cas. Moi, je trouve ça passionnant parce que tu vas aux quatre coins du monde, c'est de multiples environnements différents et donc de multiples cultures adaptées à l'environnement. Puis je pense qu'on a beaucoup à apprendre des cultures ancestrales qui, elles, n'ont pas dissous ce lien encore avec la nature. Fait que je trouve que oui, ça fait du sens de revenir à des pratiques qui vont inclure la nature. Parce que est-ce qu'à un moment donné, on s'est pas un peu perdu, notamment dans la révolution industrielle, est-ce qu'on s'est pas un peu déconnecté de cette nature-là, de notre nature, à tort et à raison, hein, il y a là, je pense que le développement moderne de notre société a permis bien des choses, bien des affaires, bien des développements, bien des succès, mais
je m'interroge comment va l'humain quand même. Quand on voit aujourd'hui le taux de dépression, le taux de stress, le taux d'anxiété, comment est-ce que on est devenu multitâche aujourd'hui? Le multitasking, c'est normal. On ouvre des courriels, on a des notifications, on enchaîne des réunions, que ça soit en virtuel, en présentiel. Bon, en tout cas, ça fait beaucoup tout ça. Puis là-dedans, comment est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va bien ou pas? Puis s'il y a des ajustements à faire, moi, je pense que de revenir à des méthodes qui incluent, en tout cas qui nous ramènent à la nature, c'est gagnant-gagnant. Gagnant pour la nature, gagnant pour l'humain. Oui, absolument. Ça peut ressembler à quoi concrètement travailler avec la nature pour améliorer notre santé globale? Bon, moi, par exemple, j'aime bien me promener nu-pied dans le gazon, m'enraciner, me mettre le visage au soleil en méthode un peu, en mode un peu méditatif, faire un câlin à un arbre, tu sais. Fait que des fois, c'est à ça qu'on pense, hein, quand on parle de connecter avec la nature. Mais toi, as-tu d'autres exemples que peut-être tu fais personnellement ou que tu proposes? Oui, en écothérapie, tu vois, je dirais qu'il y a comme il y a deux paliers de travail avec la nature. Le premier que tu nommes, où vraiment juste le fait d'être en nature, c'est déjà thérapeutique. Mhm. Juste le fait d'être connecté à la nature, de la sentir, tu sais, on vit beaucoup dans nos têtes, on utilise énormément la tête dans nos sociétés, mais on oublie de revenir et de vivre dans son corps. Sauf que c'est notre véhicule pour la vie, puis c'est au travers du corps que l'on sent. Ils sont où mes cinq sens, t'es voir, sentir, écouter, toucher, goûter. Bah, en tout cas, ça se fait au travers du corps. Puis, je Mhm. pense que à ce premier palier d'utilisation de la nature, c'est de revenir dans son corps, puis de se reconnecter avec la nature au travers de son corps, effectivement. Puis pas intellectualiser ce qui se passe là, mais C'est ça, vraiment juste le de vivre, le ressentir. sentir. Ouais, en toi. Puis toi, t'es kinésiologue en plus, donc je pense que l'aspect d'utiliser, tu sais, de revenir dans son corps, c'est hyper important, puis d'en prendre soin. Le deuxième palier, je dirais, le deuxième peut-être niveau d'utilisation de la nature, je dirais que c'est de regarder en elle des reflets. Qu'est-ce que la nature peut faire comme reflet sur ce que je vis, sur mon état dans l'ici et maintenant, sur des expériences passées? Mais elle parle énormément, la nature. À elle-même, c'est une excellente intervenante, là, tu sais. Mais pour ça, ça prend quand même un tiers qui va créer les invitations à faire ces reflets-là. Ouais, je comprends. Puis on parle de cycle, on parle de saison, surtout au Québec, hein, on a 4 saisons très très distinctes. Je sais pas comment c'est sûr que là nos hivers sont de plus en plus mollo, j'ai envie de dire là. Mais comment t'as trouvé ça d'arriver au Québec avec les hivers puis la connexion avec la nature hivernale et tout? Puis Passionnant. même dans le nord là, c'est sûr, on s'entend Ah, c'est mais encore merci. plus Et merci de poser la question, vraiment, parce que pour moi, ça a été 3 hivers pour adopter, je pense, le territoire ici, la terre québécoise, canadienne, et puis même avant ça, Première Nation au final. J'ai d'abord été très impressionnée par, surtout que mes premiers hivers, je les ai vécus au nord, donc c'est au ça. 62e parallèle, qui est quand même très froid, on va dire. Je dirais que j'ai été très impressionnée par, je me suis sentie toute petite, vraiment. Mm. Comme je me suis dit, oh mon Dieu, mais c'est puissant, en fait, comment le froid peut être aussi bien dangereux et en même temps hypnotisant. La même chose que la couleur de la neige, c'est éblouissant, ça fait mal aux yeux et en même temps c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est pur. J'ai appris à ralentir en fait. Il n'y a pas le choix Intéressant. quand il fait -40 degrés, bah tu peux pas trop courir, tu peux pas faire mettons, tu vas pas faire un 2 heures de course en t-shirt ou en tout cas équipé comme si tu étais au sud, on va dire. Fait que j'ai appris à écouter ce que disait l'hiver, ce que l'hiver avait à me dire. Puis comment ça m'a demandé une grande adaptation. Comment est-ce que je peux vivre là-dedans, me mouvoir dans l'hiver. Et tu vois là, je vais te partager quelque chose de très intime, mais je me souviens d'une expérience que j'avais eue. J'avais une amie sur place là-haut qui m'avait prêté son fat bike. Puis j'étais partie sur la rivière gelée. Et puis j'ai roulé dessus à un certain moment. Et à un moment donné, je sentais que mon cœur était fatigué, pour vrai, pour vrai. C'était une sensation que j'avais
J'avais jamais eu encore. Et pourtant, je n'avais pas poussé très fort. Mais le froid était ce jour-là très mordant, là, très. Oh. Ouais. Et je suis descendue de mon fight bike pour pouvoir récupérer vraiment de mon souffle que je trouvais, que je me trouvais vraiment essoufflée. Puis rien de grave, hein, tu sais, vraiment rien, juste. Puis en fait, je me souviens, le paysage était magnifique. J'ai tourné la tête sur le côté en me posant. Puis là, j'ai comme vu un horizon de blanc avec des montagnes tout au fond. Il y avait quelque chose de l'immensité du paysage qui m'a reflété l'immensité aussi de l'hiver à quelque part. Comment l'hiver est grand et imposant. Puis moi, toute petite là-dedans. Puis finalement, je me suis dit, OK, ouais, non, c'est pour revenir à ce que je te disais tout à l'heure, je crois que c'est ça l'hiver, c'est ralentir. Fait que je suis retournée au village avec le fat bike, tout doucement, tu sais, vraiment, en écoutant vraiment les battements de mon cœur, puis vraiment d'avoir cette sensation on dirait que j'ai le cœur plus ralenti en hiver qu'en été. Hmm. Et en été, là-bas, c'est 24 heures de soleil. Donc, c'est beaucoup d'énergie. Ouais, Qu'est-ce que ouais. je fais de ça aussi? Puis ça aussi, c'est problématique parce qu'on dort pas beaucoup, donc il faut s'organiser pour essayer de dormir. T'as pas les hormones, tu sais, quand il fait à 2 heures du matin, quand il fait jour, comme s'il était 2 heures de l'après-midi, bah mettons que le corps est pas forcément prêt à dormir, et Mhm. pourtant on a besoin de sommeil. Et Ouais. comment est-ce qu'on gère cette énergie-là, tu sais? Mais Mhm. j'ai beaucoup appris des Inuits, sincèrement, beaucoup. Je pense que c'est très important de leur faire mention parce que moi, j'avais ces questions-là justement mais comment on fait pour vivre l'hiver? Puis comment on fait pour vivre avec autant de lumière? Puis je me souviens de mon ami Marc, qui lui est Inuk, puis qui me disait, mais Flore, c'est maintenant le soleil, c'est pas cet hiver. C'est maintenant qu'il faut en profiter, qu'il faut que tu fasses tes réserves pour l'hiver, tu sais. Hmm. Ça faisait du sens parce qu'en hiver, je m'étais sentie fatiguée. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, C'est ça, parce qu'il y a le cycle de la journée de notre 24 heures, mais il y a de la semaine, du mois, de la saison aussi. Puis ouais, de vivre en connexion avec la nature, peu importe ouais. qu'on se trouve où, sur quel territoire, justement, dans quel environnement, avec quel type de météo. Ben Mm. justement, si on est toujours sur nos écrans puis dans notre tête, on perd totalement ça. Puis c'est là Ouais, qu'on a des mots MAUX de stress, dépression, burn-out, etc. Donc, on voit Mhm. vraiment la valeur de se connecter à ça puis de retourner à la base, tu sais, cette connexion-là. On est la nature à l'intérieur de nous. Donc, ouais, Ouais. raison aussi pourquoi, quand tu m'as parlé de ton programme Résonance saisonnière, que on lance très bientôt avec justement le lancement de la clinique, tu voulais justement travailler avec des collaboratrices. Donc, moi, j'ai dit oui tout de suite. Parle-nous donc de Mhm. ce beau programme-là. Quand je vais publier l'épisode de podcast, on va être vraiment comme en pré-lancement. Les gens vont pouvoir déjà commencer à s'inscrire, avoir les informations plus en détail. Mais c'est quoi ce programme? Pourquoi on est aussi texté de le lancer? C'est pour qui? Ça va fonctionner comment? Etc., etc. Ouais. Eh ben, tu vois, avant d'aller en détail, j'aimerais revenir sur le sens de ce programme. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'inspire ou qu'est-ce qui fait que j'avais envie de le monter? Puis là, je reviens à la question de l'interdépendance des écosystèmes, qui me renvoie à la valeur de la communauté. Parce que les écosystèmes nous montrent clairement comment un équilibre délicat, et une interdépendance entre divers organismes sont essentiels à leur fonctionnement global. Bah, la cohorte résonance saisonnière, c'est ça. C'est la création d'un écosystème où chacun est différent. On va être des organismes différents, on va dire ça comme ça, mais qui va, tu sais, où on va trouver un équilibre et le fil de cet équilibre va être basé sur le rythme des saisons, vraiment. Je pense que résonance saisonnière, c'est revenir à respecter nos cycles et les cycles de la nature et de vivre en cohérence avec ce que la nature nous propose plutôt que de vivre sur le cycle de tes courriels qui arrivent de 7 heures le matin à 19 heures le soir. Oui, on peut faire les deux là, mais je pense que c'est gagnant de d'abord reprendre, se relier, se reconnecter, remettre en conscience ce qui est le grand tout, ce qui est plus grand que nous. Et donc, le rythme des saisons, en tout cas, moi, c'est là-dessus que Résonance saisonnière se bâtit, en tout cas. Ben, qu'est-ce que ce rythme-là va pouvoir nous apporter? Et donc, Résonance saisonnière, c'est sur, le programme d'accompagnement se fait sur une année parce que je souhaite qu'il soit fait sur un cycle complet. Mm.
Avec les saisonnier. 4 saisons. Voilà, exactement. À commencer par l'automne, en septembre à la rentrée, l'hiver, traverser l'hiver, le printemps, puis l'été. Mais oui, je dirais que ce qui m'anime, c'est vraiment de créer une communauté autour de la beauté de chacun va apporter au groupe et en même temps où on va avancer ensemble au rythme de ce que la nature nous propose. Ouais, donc ça fonctionne comment? Les gens qui veulent s'inscrire, plus d'informations, tout se fait en mode virtuel, ça implique quoi comme intervention, engagement, etc.? Les gens peuvent déjà s'inscrire sur la liste d'attente, c'est sans engagement. On pourra mettre le lien dans la description du podcast si tu veux. Euh, Absolument. et donc ça va commencer à l'équinoxe le 22 septembre. Les personnes vont pouvoir. Donc maintenant, on peut s'inscrire sur la liste d'attente. Puis à partir de mi-août, les personnes vont pouvoir acheter le programme. Il y aura une plateforme en ligne. On est donc 5 collaboratrices. Donc il y a toi, il y a Natacha Dumont-Carey qui est ergothérapeute en santé mentale, Alexandra Poirier, travailleuse sociale, puis donc avec une approche éco-sociale. Sarah aussi, qui elle est donc guide de Shinrin-yoku, magnifique. Samuel qui est en fin d'études de neuropsychologie, puis qui va nous parler de l'influence des saisons sur le cerveau. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir à chaque saison avoir des ateliers en relation avec ce que la saison a à nous offrir. Donc, il y aura à peu près un atelier par mois. Chaque collaboratrice va donner entre 2 et 4 ateliers dans l'année au total. Il y aura aussi, moi, je vais m'occuper de faire une bibliothèque de méditation, une bibliothèque d'audio où les gens vont pouvoir avoir accès. Puis je vais débloquer au fil des saisons les contenus qu'on va trouver sur la plateforme. Donc ça va se faire, cette première cohorte là, on va la faire d'abord en ligne, mais avec des invitations à aller en nature. Et puis donc revenir, ça va être un peu ce mouvement naturel d'expansion, contraction. Donc l'idée c'est que contraction, on va se retrouver ensemble, discuter de qu'est-ce qui peut se faire pendant la saison, puis partir en expansion et revenir avec l'expérience de chacun. Comment est-ce qu'on a vécu ça? Ouais, vraiment un beau projet. Puis c'est ça, moi, je vais rentrer évidemment dans tout ce qui est comment adapter sa pratique de mouvement et comment adapter ses habitudes alimentaires selon les saisons. Puis j'adore cette approche-là parce que ça amène tellement une belle permission puis une belle flexibilité que même moi, j'ai dû apprendre dans les dernières années de comme, si mon plan, il est dit que je dois faire tel entraînement de musculation, mais que c'est l'hiver, que moi, je suis dans mon cycle en hiver, tu sais, par rapport à mes règles, ben peut-être que je peux écouter mon corps puis adapter ma pratique de mouvement selon la cohérence avec la nature puis donc avec moi-même. Et même chose pour l'alimentation, je veux dire, plus on mange près de la nature, tu sais, l'automne, là, les pommes, les courges, les citrouilles, les épices, tu sais, style muscade, cannelle, ben comme ajoutons de ça dans notre alimentation pour que on soit vraiment en accordance avec ça, on va se sentir mieux, plus aligné, plus connecté. Fait que c'est ce genre d'informations que moi je suis super reconnaissante de pouvoir amener dans ton programme. Flore, merci. Ça a été un peu un genre de coup de foudre de business rapide là. On s'est rencontrés dans un élan de réseautage, puis on a jasé, puis tout de suite on était comme ouais, on doit collaborer ensemble. Donc Non, c'est sûr. Puis pour moi, c'est que le début parce que tu sais, moi, je viens moins de mon background est moins. Toi, tu as vraiment l'expertise du rapport corps-tête. C'est vraiment de comment prendre soin de son corps, comment le physique, comment est-ce qu'on intègre le physique dans notre quotidien. En tout cas, quelle place on lui donne. J'adore ça. Puis effectivement, non seulement les personnalités ont fité, mais quand je vois ce que je fais et ce que tu fais, je suis comme, mais mon Dieu, c'est hyper complémentaire. À mon humble avis, c'est que le début. Yes, absolument, absolument. Donc, c'est ça, j'ai mentionné ton podcast. On va mettre le lien de Résonance saisonnière pour la liste d'attente ou inscription pour le programme. Comment est-ce qu'on peut aussi t'aider? Où est-ce que les gens peuvent te trouver? Tu as ton site Internet, tu es actif sur les réseaux sociaux. C'est quoi la meilleure façon de connecter avec toi? Meilleure façon de connecter avec moi, je vous invite à nous retrouver sur l'Instagram de la Clinique Inflorescence, la page Facebook aussi de la Clinique Inflorescence. Sur LinkedIn, vous allez pouvoir aussi me retrouver Flore Déhay sur mon profil LinkedIn.
Actuellement, le site internet de la clinique est en train de se faire. Il devrait sortir en septembre en même temps que le programme Résonance. Donc, pour me retrouver, ça va être aussi donc, sur le site que la petite agence Mousse Marketing est en train de s'occuper. Je suis très fière de travailler avec eux. C'est vraiment chouette. Et aussi, c'est vrai que tu as ton podcast, j'ai aussi mon podcast, donc le podcast Résonance, un podcast qui parle de santé mentale, mais j'ai vraiment ouvert cet espace dans l'idée de créer des résonances avec d'autres sujets que juste du conseil en santé mentale. Parce que au final, la question de la santé mentale, elle est partout dans notre quotidien. Partout, pas. Donc, oui, aussi sur le podcast Résonance, vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes. Il est hébergé sur Ocha, donc on le retrouve sur toutes les plateformes connectées à Ocha. Puis, je m'essaye avec une chaîne YouTube, mais bon, là, écoute, ça, on s'en reparlera. Flore dort pas, elle travaille sur tous ses réseaux, puis ses infolettes, puis ses podcasts, puis ses chaînes YouTube, puis tout ça. Infolettes, j'adore écrire. Ouais, mais ça paraît comme tes textes. Moi, je suis pas abonnée à beaucoup d'infolettes parce que je veux dire, je pense qu'il faut être intentionnel dans la consommation de contenu qu'on fait. Puis on passe déjà beaucoup de temps sur nos écrans justement à consommer du contenu sur plein de plateformes. Mais ton infolette, c'est une des rares que je vais vraiment lire là, du début à la fin. Au-delà, j'ai déjà dit, du contenant que je trouve tellement zen, puis justement le côté que la nature avec tes belles couleurs, puis la façon que c'est décrit. Effectivement, la façon que tu écris aussi, c'est super intéressant. Fait que j'invite les gens à s'abonner à ça. Je vais mettre tous les liens de toute façon dans la description du podcast. Puis, il me reste une question à te poser, Flore, que je pose à toutes mes invités à la fin de chaque conversation awesome. Puis avant de te la poser, je vais juste te remercier encore pour ta drive, puis ton courage de te lancer dans des gros projets comme ça. Puis ta détermination, ta persévérance, parce que c'est ça, quand on a des conversations à micro fermé, on parle de cœur à cœur, d'entrepreneur à entrepreneur. C'est pas facile, mais on sent vraiment ta passion, ta mission aussi, de vouloir contribuer, faire une différence, construire la communauté. Puis pour moi, je trouve ça merveilleux d'avoir pu croiser ton chemin là cette année, puis collaborer de cette façon-là. Fait que merci pour qui tu es et ce que tu fais. Oh, merci, ça me touche beaucoup, Claudia. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Puis, ma dernière question, est-ce que tu as une citation préférée? Pourrais-tu nous la partager puis dire un peu pourquoi? Une citation préférée. Bonne question. La première qui te vient en tête, ou un mantra, ou une phrase fétiche dans ta vie? Ou... j'en ai plusieurs, mais je te dirais que c'est celle qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est vraiment toujours relié à la nature, là. Mm-hmm. Parce que je sais pas si, oui, ça me représente quand même beaucoup. Mais je trouve, moi je dirais en tout cas, c'est vraiment la nature a ce pouvoir unique de nous apaiser. Ça, c'est ce qui moi, c'est ce qui tous les matins fait que j'ai envie de me lever, que j'ai envie de faire mon métier, puis que j'ai envie de travailler avec la nature. Vraiment, ça m'apaise en fait, juste de le savoir. Je pense aussi que il y en a plein d'autres, des citations sur la nature. Je me souviens d'une autre qui dit on ne peut vaincre la nature que qu'en lui obéissant. Fait qu'à quelque part, il y a ça parle beaucoup du lien entre l'homme et la nature. Puis je m'arrêterai là parce que sinon je vais t'en donner plein. C'est ça, moi aussi j'adore les quotes, les citations. Fait que c'est pour ça que j'avais décidé que ça allait être la question finale sur le podcast quand je l'ai lancé. Puis souvent, c'est ça, c'est pas nécessairement notre préféré qu'on utilise tout le temps, mais c'est celle qui vient dans le moment. Et c'est incroyable à quel point souvent les gens vont partager une phrase qui a tellement rapport avec ce qu'on a jasé justement pendant la conversation, parce que c'est ce qui est en vie en ce moment. Donc, tes deux belles citations sur la nature, ça ne fait que du sens pour terminer notre conversation, là, tu sais. Oui, puis tu sais, écoute, je me permets d'en rajouter une dernière. Après ça, j'arrête. Mais ça, c'est Lao Tse qui le disait, puis c'est vraiment pertinent. Tu sais, la nature fait les choses sans se presser, et pourtant tout est absolument accompli. Écoute, ça là, c'est la signature du programme Résonance saisonnière là. J'adore ça. Voilà. Génial. Sur ces belles inspirations et citations, on va inviter les gens à aller jouer dehors, aller en nature. Peut-être que vous êtes en nature en ce moment en nous écoutant. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. Merci encore, Flore, pour ton partage, pour ta présence sur le podcast. Puis, on vous dit à la semaine prochaine.
Bye tout le monde! Bye!